En près de 200 ans depuis son invention, c'est une longue évolution qui s'est opérée dans l'univers de la photographie avant la révolution numérique. C'est cette histoire que raconte un musée qui est installé aux portes de Lyon, à Saint-Bonnet-de-Mur, un musée créé par des passionnés de photographie, parmi lesquels notre invité, c'est François Beaujolly. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors il faut que je cite les deux autres créateurs, sinon il va y avoir des jaloux. Donc c'est Thierry Hervassot et Arnaud Sodax, donc trois passionnés à l'origine de ce musée, de cette maison de la photographie de Saint-Bonnet-de-Mur dans le Rhône, maison qui est installée d'ailleurs dans un ancien couvent. Vous proposez 2000 pièces qui retracent l'histoire de la photographie. Quelle est la plus ancienne d'ailleurs que vous possédiez ? Les plus anciennes pièces seront plus antérieures à la photographie, puisqu'on a une caméra obscura et une boîte optique. Voilà, on ne parlait pas de photo à l'époque, mais déjà le principe avait été trouvé. La caméra obscura a été dessinée par Léonard de Vinci à partir d'idées d'Aristote en 340 avant Jésus-Christ, qui a lui découvert le sténopé, le principe de la boîte noire percée d'un trou. Voilà. Alors quand on parle de Nicéphore Niepce qui a inventé la photo, en fait c'est comme beaucoup d'inventions, comme le cinéma. Certains découvrent un principe, après on ajoute des petites choses, et puis il y a celui qui fait la synthèse de tout ça. Un petit peu la synthèse. Obtenir une image dans la boîte noire était connu avant 1800, à ceci près que Niepce, lui, son tour de force a été de fixer l'image obtenue chimiquement dans la caméra obscura. Voilà. Mais le principe chimique avait été déjà un petit peu révélé par d'autres. Alors les sels d'argent sont révélé, connus... si on peut dire, oui. Puisqu'on parle de révélateur dans la photographie. Les sels d'argent sont connus depuis l'Antiquité égyptienne. Ouais. Donc 5000 ans avant Jésus-Christ, sont utilisés pour noircir l'ivoire et les cheveux, par exemple. Mais les premières images de Niepce ne sont pas faites avec les sels d'argent, puisque le bitume de Judée, son but, c'était d'obtenir un bas-relief pour faire de l'imprimerie. Ah oui. Donc, Nicéphore Niepce, inventeur officiel de la photographie, donc il y a 260 ans déjà. Sa première photo fixée est en mai 1816. Mais ce sont, avec son frère, des géniaux... chercheurs et des joyeux drilles, puisqu'ils sont déjà dans le livre des brevets à partir de 1804 avec une autre invention qu'on appelle le pyréolophore, qui est le premier moteur à explosion qui monte sur un bateau et ils font Chalon-Lyon avec, donc ça fonctionne très bien. C'est vrai que les inventeurs, c'est un esprit avant tout, on se spécialise, mais en même temps, voilà, on peut les comparer aux frères Lumière ? Je ne crois pas, puisque l'époque n'est pas aussi industrialisée. Ce sont plus des aventuriers à cette époque-là. Ouais. Alors, vous possédez des appareils qui couvrent toute l'évolution de la photo, ou est-ce qu'il vous manque des pièces importantes ? Alors, en tant que collectionneur, on va considérer qu'il nous manque des pièces importantes, évidemment. Donc, appel à ceux qui en posséderaient éventuellement ? Voilà, toujours. Mais vous savez, on expose 2000 appareils sur les 20 000 qu'on a en stock. Donc, on a sélectionné un petit peu la crème. Et on va jusqu'à l'évolution du numérique, avec une salle sur Nikon à la fin. D'ailleurs, on a un courrier de Nippon Kogaku, de la maison de Tokyo, de la maison Nikon, qui nous reconnaît comme premier musée au monde Nikon. On en reverra quelques images. Regardez, là, on a des images du musée. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on voit là ? Là, ce sont des chambres daguerriennes, donc le premier appareil pour fixer une image. Alors, le support, c'est une plaque de cuivre. Donc, on a une image un peu brillante comme un miroir. Là, c'est un photosphère, par exemple. C'est un appareil fait pour les pays tropicaux. Ensuite, c'est un appareil qui était sorti pour l'exposition universelle de 1900. Après, on remonte un petit peu dans le temps. Là, c'est une chambre pour les photos, une chambre à 4 objectifs pour le début de la photocarte de visite déposée en 1854 par Disdéry. Il faut juste rappeler, pour l'histoire, que Disdéry produit en 1867 2400 photos par jour. Qu'à cette époque-là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Ah oui, donc c'est un assez prodige passionnant. déjà. C'était assez intéressant, mais beaucoup de photographes étaient dans la production comme ça. Alors il y a de très très belles pièces. Vous avez des trésors. Est-ce qu'il y en a certains que vous n'osez même pas montrer ? Non, on montre tout. Il y en a qu'on ne promènera pas, on va dire, et que j'avais pas amené aujourd'hui, ne serait-ce que parce que c'est trop grand. Dans les trésors aussi, moi je ne peux pas m'empêcher de parler des enfants. Et on leur fait faire des photos avec des cartons à chaussures, ce qui nous permet de raconter l'histoire de la photo à partir d'Aristote, donc 340 avant Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, dans votre vocation, il y a le fait de transmettre.
d'éveiller les enfants. C'est vrai, quand on est un gamin aujourd'hui, on connaît j'allais dire même plus l'appareil numérique. Aujourd'hui, c'est le téléphone qui sert à photographier. Donc c'est utile et c'est important de revenir sur cette histoire, de revenir sur toutes ces évolutions. Qu'est-ce qui a le plus marqué la photo à part la révolution numérique, les grandes étapes? Les grandes étapes, c'est toujours un petit peu difficile parce que... C'est pour ça que je vous pose la question. Parce qu'on ne peut pas trancher dans le vif quelque chose qui entraîne des milliers de personnes à chercher des évolutions. Donc, on est obligé, on va dire, donc 39, l'achat par la France de la photographie, sur la présentation de François Arago. Donc, le 19 août 1839, la France achète le brevet pour en faire don au monde. Vous avez au musée, d'ailleurs, une copie... de l'acte le décret des lois. Ensuite, vous avez le principe du collodion humide, c'est-à-dire on a fait des photos sur une plaque de verre, en sachant qu'au début, on ne pensait pas faire de la reproduction. Donc on utilisait la plaque avec un système, on blanchissait, etc., pour mettre sur une surface noire. Ensuite, on a eu le principe du négatif positif, avec les plaques de verre, le papier salé, enfin il y a eu un certain nombre de choses, mais là ça se joue un petit peu avec les prémices, et puis la vulgarisation arrive beaucoup plus tard. Et ensuite, la plaque sèche, c'est-à-dire la possibilité de ne pas préparer soi-même les plaques, ce qui était quand même très très important. Alors, on explique bien au musée, on a différentes salles par rapport à toutes ces évolutions qui montrent les choses. Ensuite, l'évolution technologique, l'arrivée du plastique, donc on peut faire du film. On a une vitrine qui montre les premières bobines Kodak qui font 9 cm par 11 cm. Et puis comme on améliore les optiques, les obturateurs, on montre les appareils avant le réflexe, l'arrivée du réflexe, du télémètre. On a fait une petite digression avec 3 très très belles vitrines avec des miniatures. Oui, alors... Les miniatures, on les voit dans un instant, mais j'aimerais que vous nous disiez un mot de la 3D, parce que ça paraît un petit peu être du gadget. On voit aujourd'hui le retour du cinéma 3D. Bon, ça marche pas si bien que ça. On a l'impression que c'est un fantasme, la 3D, et qu'on va jamais complètement au bout. Et vous avez des appareils 3D extraordinaires. Alors, on a une salle dédiée à la stéréoscopie. Ouais. Et la photo stéréoscopique débute pratiquement dès le début, avec des daguerreotypes stéréo. C'est vrai que c'est impressionnant, ça. Et ça, c'est une chambre. Là, on est dans la reconstitution des années 1870, avec un atelier qui est assez didactique, puisque c'est à cet endroit-là qu'on rappelle qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, que l'âge légal du travail des enfants, c'est 7 ans. Jules Ferry n'étant pas encore passé par là. On ira à l'école après jusqu'à 12 ans. On est obligé de préparer ces produits. Donc, il y a tout un tas de produits chimiques pour montrer comment ça fonctionne. Et on peut même faire des démonstrations pour expliquer comment fonctionne l'appareil, comment on prépare les produits et même les papiers photos, puisqu'on ne pouvait pas acheter des papiers photos préfaits. Là, ce qu'on voit tout de suite, c'est la boîte optique. La boîte optique était absolument extraordinaire, des bonimenteurs allaient de village en village. Et maintenant, là, on est sur la salle stéréoscopique. Donc, on a des daguerreotypes stéréo, on a des appareils. Là, on a les appareils les plus anciens qui sont à souffler. On a même une chambre collodion stéréoscopique. Et vous avez ici des bornes stéréoscopiques. Alors, l'intérêt des bornes stéréoscopiques, c'est qu'il y a 50 vues différentes par borne et vous avez 7 bornes en libre accès. Donc, il y a certaines personnes qui viennent, qui passent 1h30 dans cette salle-là parce que c'est complètement magique. La stéréo a toujours été un petit peu sur le côté parce qu'il a toujours été nécessaire d'avoir un accessoire. Des lunettes, une borne, une visionneuse. Et c'est toujours ce qui a été un petit peu difficile. Oui, il y a toujours eu un obstacle matériel, mais c'est quelque chose qui fascine. Voilà. Par contre, c'est complètement magique parce que notre cerveau recrée la 3D d'une façon assez magique. Ouais. Et vous avez un fabricant lyonnais, avec les 2 appareils qui sont à côté de vous, qui a relancé, à partir de 1880, la stéréoscopie en débutant par la fabrication d'un appareil. Alors, ce monsieur s'appelle Jules Richard. Il s'est ensuite, bien évidemment, installé à Paris. Et il a fabriqué un appareil qui était à la fois l'appareil pour la prise de vue et pour visionner les plaques. Ça a réellement permis de vulgariser les choses d'une façon très noble et de permettre à tout le monde de faire la photo. Il y a une plaque magnifique là, je n'ose pas la toucher parce que c'est vrai que ce sont des produits rares. Je peux la saisir ou pas? Alors, très attention. Voilà. Et là, sur cette plaque, on a, voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Orientez un peu plus. Ouais, voilà, 2 photos quasiment identiques, mais vous avec un avez angle... quelques millimètres d'écart entre les 2 images, et notre cerveau, quand on regarde les 2 en même temps,
nous permet de remettre la 3D. Voilà, je la repose parce que moi je suis pas très à l'aise avec des choses aussi rares dans les mains. C'est que vous avez des trésors, je crois que vous avez un appareil qui a volé dans l'espace, c'est vrai? Alors ça fait partie dans la salle Nikon, hein, c'est Thierry. Il y a eu 50 modèles d'appareils Nikon qu'on a appelés les NASA, voilà, puisqu'ils étaient adaptés pour sortir. Et puis, alors ça c'est une merveille aussi. C'est vrai qu'il y a une salle Nikon. Bon, Nikon avec Canon et quelques autres marques sont parmi les plus prisés des photographes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hasselblad, parmi les grands symboles de la photographie professionnelle. Vous avez Leica, vous avez bien sûr... Leica, bien sûr. Il faut savoir qu'à partir d'un moment, l'appareil photo et le photographe, c'est un couple. Donc, on va prendre un appareil photo qui a une gueule qui nous plaît. Hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, les appareils, on démarre comme ça. Et puis, une fois qu'on a débuté sa vie avec un appareil, on a les optiques qui vont dessus. Et donc, on change rarement de marque. Hein. Ouais. Donc, on est fidèle de toute sa vie, j'allais dire. Donc, il y a une salle dédiée. Je ne sais pas si on les a vus, mais vous en avez un à côté. Des mini appareils photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la miniaturisation avec les téléphones. Déjà, il y a combien d'années qu'on fabrique des appareils miniatures? Enfin, il y en a quasiment toujours eu. Dès le début de la plaque de verre, on produit des appareils. Là, vous avez un appareil briquet, mais celui-là, il est 20e. Ça aussi, c'est l'appareil du KGB qui était caché dans un paquet de cigarettes. Vous avez ici les hits. Ah non, ça, c'est la montre Tika qui est sortie dedans. C'est une montre goussée, tout simplement. L'objectif est dans le remontoir. Et celui qui est tout de suite qu'on voit, c'est un pétale. Là, c'est l'Aiglon, un appareil. Tout ça, c'est un film plus ancien avant. Vous avez ici celui-là, qui est le Franceville, un peu le même que celui qui est à côté de moi. Le Franceville, qui est un appareil à plaque de verre, donc 19e siècle. On voit l'ingéniosité justement des fabricants. Je l'ai dit, 2000 appareils photo présentés. J'ajoute rapidement, vous organisez des stages pour les enfants, des tirages de plaques de verre, prise de vue, construction de caméras en carton, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un lieu pour passionnés, pour ceux qui ont envie de découvrir cet univers de la photographie et toute son évolution. Vous reviendrez. Parce que là, je sais que vous avez l'impression de ne rien avoir dit, parce que tout passe vite quand on est passionné. Il y avait une chose importante, si vous m'autorisez, il y a le dernier samedi de chaque mois, nous organisons une réunion des collectionneurs dans la cour du musée, où des gens viennent de très loin, ça échange, on a des pièces détachées, on peut faire des dépolis pour ceux qui ont des chambres, qui ont des dépolis de cassés. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une ambiance absolument de passionnés et sympathique. Je vous crois, c'est la Maison de la Photographie, c'est à Saint-Bonnet-Mur, à côté de Lyon. Merci beaucoup, Monsieur Boisjoli.